Eh bien, nous allons continuer sur ce thème des multinationales chinoises et je vais vous parler brièvement d'une étude qui a été faite par l'École des hautes études commerciales et la School of Economics and Management de l'Université de Tsinghua à Pékin. Pendant 3 années, nous avons interviewé intensivement, du haut en bas de la hiérarchie, une série d'entreprises chinoises de tout secteur, allant de la sidérurgie, du pétrole, au textile, à la bière, à l'informatique. Et cette recherche vient d'être publiée sous forme de livre, la version anglaise étant sortie à Singapour et la version française et chinoise dans quelques semaines ou dans quelques mois. J'ai noté là des chiffres qui peuvent vous intéresser. C'est un indice d'internationalité, si on peut dire. En anglais, un index de transnationalité. Vous voyez que la Chine a déjà, parmi les firmes des pays émergents, 10 entreprises parmi les 100 premières. Cette liste est intéressante. Elle nous montre les secteurs où la Chine a produit des géants et des géants déjà internationaux. Si on applique cette idée de l'index, vous voyez qu'une firme comme TCL, qui a été citée tout à l'heure, a 65% de ses actifs à l'étranger. Ses actifs physiques, ses employés, son chiffre d'affaires. Une autre, avec un taux élevé, qu'est-ce que ce serait? COFCO International, dans l'alimentaire, dans l'agro-business, 87%. Un géant de l'écran plasma, BOE Technologies, 35%. Donc oui, il y a déjà une série de multinationales chinoises. Souvent ces firmes, je suis pas sûr tout à fait de mon compte, mais 8 sur 10 sont des firmes qui appartiennent encore à l'État. Je pense que TCL est plus privé que d'autres, ainsi que BOE Technologies. Mais donc c'est des champions nationaux qui peu à peu ont pris leur place sur la scène mondiale. La politique d'ouverture de la Chine est à deux sens. Permettre aux étrangers d'investir dans le pays, mais aussi aider à expatrier, internationaliser les entreprises. Ces firmes, pour s'internationaliser, ont plusieurs méthodes et plusieurs choix. Le choix géographique, c'est pénétrer d'abord les pays émergents ou les pays riches. Dans quelle séquence, donc le portefeuille de pays cibles. Et puis, deuxièmement, la méthode. Et la méthode d'acquisition est quelque chose qui intéresse les firmes chinoises. J'ai cité là quelques-unes des acquisitions les plus intéressantes. Pour nous, Français, 2003, TCL prend le contrôle des 2/3 d'une joint venture appelée TTE avec Thomson Multimédia. Lenovo, le contrôle de la division PC d'IBM en 2004. SAIC, c'est un des géants chinois de l'automobile, Shanghai Automotive Company, prend le contrôle d'un constructeur coréen mineur, 49% au moment de l'acquisition, mais aujourd'hui 51%. En 2004, Sinopec, un des 3 acteurs chinois dans le pétrole, prend le contrôle de Petro-Kazakhstan. Un peu plus tard, les groupes financiers, dans notre recherche dans le livre, on ne parle pas trop des firmes, des banques et des compagnies d'assurance parce que leur mouvement d'internationalisation est récent, mais on voit que ces mouvements existent. Bank of China qui achète une société de leasing à Singapour, China Development Bank qui prend une part de Barclays dans des événements récents, et le groupe chinois d'assurance Ping An qui prend une participation dans Fortis Andy Confiture. Chinalco dans Rio Tinto, on est à nouveau dans les ressources naturelles. Alors là, je pense qu'en 2009, même dans une situation de crise, des firmes chinoises ont encore l'intérêt, la motivation, les moyens de prendre des participations dans des firmes à l'extérieur, qui est un moyen rapide de s'internationaliser. Je vais passer en revue quelques firmes pour vous donner un peu un visage de ces multinationales chinoises. Ici, CNPC, c'est une firme qui a la taille de Total, pour donner une idée. Et bien sûr qui mène des projets d'exploration et de production dans toute une série de pays dans le monde, bien sûr au Moyen-Orient, bien sûr en Amérique latine, bien sûr en Afrique. Et là, on a un petit exemple sur le Kazakhstan, pays voisin de la Chine, pays grand producteur de pétrole et d'autres ressources naturelles, donc un partenaire naturel de la Chine. Pour le Kazakhstan, je diversifie mes clients, la Russie, l'Ouest européen, mais aussi la Chine. Et pour la Chine, je m'assure des approvisionnements. Donc CNPC, qui est la maison mère de PetroChina, très actif au Kazakhstan, dans des projets d'exploration, dans des projets de production et dans des projets de transport, puisqu'il faut que ce pétrole qui est produit au bord de la Caspienne traverse le Kazakhstan d'ouest en est et traverse les montagnes pour arriver en Chine.
Un deuxième exemple, il y a deux champions chinois dans le domaine des équipementiers de téléphonie, un peu le parallèle d'Alcatel en Europe. Ces deux champions chinois sont Huawei Technologies et ZTE. Ils ont des gouvernances différentes. Huawei Technologies est une firme privée mais non cotée en bourse, donc un peu fermée sur elle-même. ZTE est une filiale de l'État. Alors pour Huawei Technologies, qui est présent d'ailleurs comme ZTE en France et en Europe, vous voyez qu'aujourd'hui déjà, cette entreprise, 72% en 2007, 72% de ses contrats étaient à l'international. Alors l'avantage d'une firme chinoise, c'est évidemment qu'elle bénéficie de son énorme marché national et d'un désir et d'une capacité d'aller à l'étranger. C'est le cas de Huawei Technologies, qui est grande sur le marché chinois, également grande à l'étranger. Le taux de croissance sur les marchés riches, Europe, USA, Japon, a été vertigineux au cours de ces dernières années. On atteignait des taux de 150%. Je me souviens de cette surprise provoquée en Europe quand Huawei Technologies a eu un des marchés d'infrastructures de British Telecom, qui avait fait un grand appel d'offres mondial. Eh bien, en termes de rapport qualité-prix, service, disponibilité, qualité pour l'usager, British Telecom, cette année-là, avait choisi Huawei Technologies. L'entreprise a des centres de recherche à l'étranger. Il me semble que le plus gros et le plus sérieux, c'est à Bangalore. Pendant longtemps, Huawei a essayé d'attirer à Shenzhen, où est son siège, une main-d'œuvre de techniciens et d'ingénieurs indiens. Mais on ne recrée pas Bangalore à Shenzhen, ce qui fait que finalement, Huawei, au contraire, s'est installé à Bangalore et peut-être 2000 personnes là sont là à développer des softwares profitant de l'environnement local. Troisième exemple, Haier, dont la connotation allemande du nom remonte à une joint venture avec Liber au tout début de la création de l'entreprise. Je me concentre là sur Haier en Europe. 1990, on exporte. 2001, on achète une usine en Italie, près de Padoue, dans une région qui a tous les sous-traitants qu'il faut d'électroménager. On en fait même en quelque sorte le siège européen, bien que ce siège n'impose pas nécessairement sa loi aux filiales françaises, anglaise, allemande, espagnole. On est plutôt dans une stratégie multidomestique. Par rapport à l'idée d'innovation qui était citée tout à l'heure, pour se développer dans les mondes riches, États-Unis et Europe, Huawei ne se base pas sur un avantage de coût, qu'elle a bien sûr, mais sur un apport d'innovation. Succès de Haier aux États-Unis, l'invention de mini-réfrigérateurs qui ont beaucoup plu aux célibataires, aux étudiants dans les campus, ou mise sur le marché d'une cave à vin. Donc des niches qui n'étaient pas servies par les grands fabricants locaux. Haier, c'est l'égal de Whirlpool ou d'Electrolux. C'est un des 3 géants mondiaux du réfrigérateur. Plus récemment, donc, Haier se prépare, je pense, à lancer en Europe, peut-être pas encore fait en France, Haier Wash 2O, c'est dur à dire en français. C'est-à-dire la machine qui lave sans détergent. Donc voilà, cette firme chinoise va se présenter comme un acteur apportant une innovation. Les résultats ne sont pas extraordinaires. Pourquoi ? Haier fait jeu égal avec les autres en termes de technique, en termes de qualité, en termes de service. Et bien distribué dans les grands réseaux de distribution qui comptent en Europe sur ce sujet. Mais il faut qu'elle fasse plus que ses homologues américaines, suédoises ou japonaises. Donc ça reste une présence modeste, mais l'angle d'attaque, c'est donc les produits innovants et le service. Tout n'est pas rose. Voilà TCL Thomson. Le plan sur le papier était bon. Avec cette acquisition et le remaniement de la chaîne de valeur de ces entreprises, en fédérant les usines, en redéployant les centres de recherche, j'ai un groupe qui doit être un des premiers mondiaux. Et j'ai surtout 3 marques. Les firmes chinoises sont très avides, pensent que la marque et la distribution, c'est un peu le maillon faible de leur système. Aujourd'hui, c'est peut-être vrai. Donc là, nous possédons, avec cette création de la joint venture majoritaire TCL, une marque forte en Chine et en Asie, TCL, une marque forte en Europe, Afrique, Russie, qui est Thomson, et une marque forte, RCA, aux États-Unis. Donc on peut se demander qu'est-ce qui ne marche pas dans cette affaire, puisque l'entreprise a fait beaucoup de pertes, que TCL a dû prendre le contrôle de l'ensemble de la joint venture, et somme toute, ça a fait des pertes qui ont fait sans doute mauvais effet au niveau du siège chinois. Donc les causes probables, c'est un jugement personnel, donc on peut en discuter. Je pense que les produits étaient vieillissants, c'est bien normal. Thomson ne réinvestissait pas dans ses produits, et TCL n'est pas arrivé à amener à temps, comme essaye de faire ailleurs, des produits supérieurs aux autres. Donc, pas d'avantage concurrentiel réel. J'insiste sur le fait que les firmes chinoises, pour gagner sur les marchés développés, elles doivent avoir un plus, il ne suffit pas de faire jeu égal.
Les relations donc avec la distribution sont assez vite dégradées après la prise de contrôle par la maison mère chinoise. Et je pense que nos patrons chinois, au niveau du siège, ont eu un excès de confiance. Ils ont pensé que très vite, ils allaient transformer l'affaire européenne. Très vite, en un an, peut-être un an et demi. Ça prend plus de temps. Donc il y avait une erreur d'appréciation au sommet, une perception du timing qui n'était pas bonne, on ne peut pas avoir des résultats si vite. Et puis je pense une distance, mais qu'on a pour nos multinationales européennes, très forte, entre les patrons européens de cette entreprise et le siège en Chine. Donc une distance non pas entre la Chine et la France, mais entre le siège et la filiale. Lenovo, nous sommes là dans une success story, une affaire bien menée, un montant de transactions considérable, qui permet de créer un numéro 3 dans le domaine des PC, une reconfiguration de la chaîne de valeur, mais avec le maintien un peu de l'identité de l'ancien IBM PC, donc une culture très internationale. Si j'ose dire, le partenaire chinois apporte un plus, va apporter des éléments de synergie, mais ne bouleverse pas la force qui était celle d'IBM PC, de services, de distribution et de marque. Il y a également un habile transfert sur une période de 5 ans de l'image, ce qui fait qu'on passe insensiblement de ThinkPad, marque d'IBM, à ThinkPad, marque de Lenovo. Mon soupçon, c'est que dans le premier trimestre de cette année, j'imagine volontiers que Lenovo, ou du moins sa maison mère chinoise, qui est Legend Holding, va peut-être procéder à une nouvelle acquisition. Donc c'est une entreprise qui a bien digéré son premier grand mouvement à l'étranger, qui va en faire d'autres. On parle de l'entreprise Siemens est peut-être intéressée à vendre ses parts dans Fujitsu Siemens. Un acheteur naturel serait Lenovo. Nous sommes dans l'automobile. On a vu que SAIC a pris le contrôle de SsangYong, une petite entreprise coréenne en difficulté en 2004. Les difficultés continuent aujourd'hui. C'est la crise dans l'automobile coréenne, comme en France, comme aux États-Unis. Donc on ne sait pas trop ce que SAIC va faire. Mais entre-temps, d'autres manœuvres intéressantes peuvent nous donner une idée du look de ces multinationales chinoises. Vous voyez cette Rowi 750, c'est une Rover. Je me souviens d'un discours de Tony Blair à la télévision britannique où il disait c'est formidable, on va vendre Rover, MG Rover, l'entreprise MG Rover, à SAIC. Il y avait un petit embêtement dans cette acquisition possible. La marque Rover n'appartenait pas à la société. Donc nos amis chinois ont dit on n'est pas intéressé par la reprise de l'usine de Longbridge en tant que telle, mais peut-être par certains modèles. Ce qui fait que cette Rowi, qui est une Rover, est fabriquée en Chine et peut-être sera commercialisée en Europe demain. Donc elle est chinoise et elle est anglaise, cette voiture-là. De même que le plus grand exportateur de voitures de Chine, c'est Honda qui exporte des Jazz en Europe, qui mettent 6 semaines pour arriver à Rotterdam. La série continuera. Un rapprochement en cours entre SAIC et Nanjing Motors, qui est une autre entreprise automobile. Ces gens-là vont travailler ensemble à développer de nouveaux modèles sous la marque MG ou sous le nom de marque chinoise. Tout à l'heure, nous avions cette idée que les firmes chinoises et indiennes rentraient dans le jeu, les Russes et les Brésiliennes aussi. Donc j'ai essayé de calculer quelles étaient leur situation à ces firmes chinoises et indiennes dans l'automobile. Donc, la firme dont je viens vous parler, SAIC, elle produit 1,7 million de véhicules. Ce qui est plus que BMW, ce qui n'est pas tout à fait Chrysler. Bien entendu, si on avait fait cette slide il y a 10 ans, ces firmes n'existaient pas. Donc, quelque part, on se déplace vers l'Asie, et quelque part en Asie, Chine et Inde montent en puissance. Alors, est-ce que le champion de demain sera SAIC ou une autre firme chinoise comme First Auto Works, ou est-ce que ça sera Mahindra? Est-ce que ces firmes agiront seules ou avec des partenaires étrangers? On verra. Mais donc, il y a là des champions nouveaux, et donc surtout une espèce de transformation de l'oligopole de l'automobile, et je crois que c'est vrai sur tous les secteurs. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur de ces multinationales chinoises? Non, elles prennent leur juste place, et c'est une bénédiction, et pour la Chine et pour le monde. Mais alors, bien entendu, par rapport au thème recherche et développement, ça veut dire que les étrangers, ceux qui ne sont pas chinois ni indiens, doivent galoper, et que, évidemment, General Motors et Ford sont les plus mal placés. Dieu soit loué, Renault, par son partenariat avec Nissan, est en bonne position. Dieu soit loué, Volkswagen est en bonne position. Pourquoi? Par son succès initial dans les grands pays émergents, en Europe de l'Est avec Škoda, en Chine avec SAIC et au Mexique avec un autre partenaire local. Pour terminer les exemples sur une note plus gaie, et puis pour toucher à un point qui est au-delà de la recherche et de l'innovation, pour toucher au point de la création, Shanghai Tang est maintenant une marque du groupe Richemont. Donc c'est un management occidental, mais ce qu'on vend, ce qu'on market, c'est bien une culture de la mode chinoise.
De la même manière, cet été sont apparus les produits de Herborist chez Sephora sur les Champs-Élysées. Herborist, c'est une marque d'un groupe chinois public, je crois qu'il appartient en grande partie à la municipalité de Shanghai. Eh bien, un produit qui non seulement ne cache pas son caractère chinois, mais s'appuie sur la force historique, peut-être, de la cosmétique chinoise. Je suis presque au bout de mon exposé pour dire ceci. Sur 20 ans, 25 ans, c'est un succès spectaculaire, une rapidité de rattrapage des firmes chinoises tout à fait comparable, je pense meilleure que la performance des entreprises japonaises ou coréennes en leur temps. Donc on peut s'interroger pourquoi cette rapidité, quel est ce talent chinois qui a permis une telle vitesse? Je vois 3 raisons. La première, la politique du gouvernement qui a été très sage, très prudente et très consistante en matière de budget de recherche et développement, d'approche scientifique, de soutien à l'innovation aux entreprises, quelles qu'elles soient, chinoises ou non chinoises, opérant sur le sol chinois, également sur le développement de clusters technologiques, ce qu'on appellerait en français les pôles de compétitivité. Premier élément de succès, cet environnement favorable à l'entreprise créé par le gouvernement chinois, environnement favorable à l'entreprise qui ne sous-estime pas la concurrence. Donc quand la Chine a des champions nationaux, elle les met en concurrence entre eux. C'est le premier phénomène. Le deuxième, où est-ce que s'est fait l'apprentissage des patrons chinois de ce management moderne et offensif? En Chine même, au sein des peut-être centaines de milliers de joint ventures sino-étrangères. Donc c'est l'endroit d'apprentissage pour les firmes chinoises, des techniques, des savoir-faire étrangers. C'est l'endroit pour les étrangers pour apprendre la Chine. C'est un fair deal. Et donc on a là la plus grande business school à ciel ouvert du monde, cette Chine des joint ventures. Il y a une troisième raison. Les équipes de direction des multinationales chinoises sont très qualifiées, très compétentes. Elles ont une sorte de persistance dans la vision à long terme, mais grande flexibilité dans les moyens d'action. Donc il n'y a pas de rigidité d'appliquer un plan d'une manière absurde pour converger sur un objectif. Il y a une grande fluidité dans la mise en œuvre. Peut-être c'est le taoïsme qui est à l'œuvre. Merci beaucoup.